Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Jinkyo accompagne les médias dans leur détection de talents avec plus d'efficacité et de diversité au service de l'information. Vous souhaitez en savoir plus? Écrivez-nous à contact@jinkyo.com. Je pense d'ailleurs que c'est une erreur stratégique qui est couramment produite aujourd'hui par les créateurs de contenu et par les grands médias. C'est l'idée que YouTube n'a pas changé depuis 2015 et qu'on peut encore trouver la pépite facilement dans la rivière. En fait, aujourd'hui, quand on trouve la pépite, elle n'est plus en or. Salut à toutes et salut à tous, salut Élise. Bonjour. Nous sommes très contents aujourd'hui, alors non pas d'accueillir Marc de Bonny, puisqu'en fait on est chez toi. Salut Marc. Salut. On est dans les locaux de Mia Productions, c'est ça là où tu voilà, bosses? Tout à fait. Alors merci de nous recevoir. Nous, ça fait un moment en fait qu'on avait envie de parler de la chaîne YouTube et tout le monde s'en fout. Parce que c'est un succès incroyable, 1,5 million d'abonnés, je crois. Ouais, c'est ça. Et puis que ça parle de sujets avec une haute, on va dire, une haute valeur informationnelle. Et avec tout ça, avec les codes YouTube, voilà, le divertissement, etc. Et on t'a rencontré un peu par hasard dans une soirée et on a découvert qu'effectivement, derrière la chaîne YouTube, il y a un journaliste, en l'occurrence toi. Voilà, et aussi deux autres auteurs quand même. Et deux autres auteurs, bien évidemment, ouais. Tu nous expliqueras comment vous travaillez ensemble, mais en fait, ça nous a effectivement prouvé, entre guillemets, que notre intuition, qui avait vraiment un gros travail d'info derrière, était sans doute fondée. Mais pour commencer, on a envie de parler finalement d'une extension de cette chaîne YouTube qui est un spectacle. Tout à fait, un one-man show. Bon, le dioxyde de carbone, c'est clair pour tout le monde. Quand il y en a trop, ça réchauffe le climat. Oui. Donc 12 tonnes équivalent de carbone, ça représente, en dioxyde de carbone, 455 114 ballons comme ça par personne et par an. Ouais, bon, on va compter les vôtres pour que ce soit plus clair pour vous, d'accord? Allez. 1. 2. Ouais, on va pas tous le faire, vous avez compris le principe, hein? Ok, et d'ailleurs, un de nos déchets les plus réussis, ça reste quand même le plastique. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la pièce de théâtre qui s'appelle Elle aussi, et tout le monde s'en fout. Ouais, c'est ça, et tout le monde s'en fout le spectacle. Voilà, c'est simple. Et celui qu'on a entendu, alors ce n'est pas toi, c'est le comédien qui s'appelle Axel Latuada. C'est comme ça qu'on prononce. Ouais, tout à fait. Et lui, il est le personnage aussi de la chaîne YouTube. Donc, vous avez présenté ce spectacle d'abord en région, il me semble, puis à Paris avant Noël 2019, notamment dans la grande salle du Casino de Paris. Et vous allez bientôt rejouer tout ça à travers la France et à nouveau à Paris en juin, il me semble, juin 2020. C'est ça, à l'Européen. Parfait. Alors, donc, tu le disais, vous êtes 3 auteurs. Il y a ton frère, Fabrice, c'est ça? C'est ça, mon grand frère. Ton grand frère, Fabrice, Axel, le comédien et donc co-auteur. Alors nous, ce qu'on a envie de savoir pour commencer, c'est à quel moment vous vous êtes dit, on a cette chaîne YouTube qui marche super bien et maintenant, on va faire un spectacle. Or, en fait, pour être très honnête, on nous l'a proposé. Au début, on n'osait pas trop. Axel, lui, à la base, il n'est pas comédien, il est monteur. Il avait fait un peu de théâtre à côté, mais de manière amateur. Et il s'est découvert un peu une passion avec la série YouTube. Et on va dire, ce plaisir montait. Puis un jour, on nous pose ce challenge-là. Et on a tout de suite dit oui, on n'a pas hésité parce que même si on ne savait pas, on s'est dit c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Puis on est bien entouré, il faut dire, parce que la chaîne existait déjà depuis un petit moment et du coup on a pu se faire un réseau. Et voilà, donc c'est Décibel Productions qui est venu nous proposer d'imaginer quelque chose et assez vite on s'est dit qu'effectivement il y avait un nouveau moyen de toucher le public
et on va dire d'évoluer en qualité dans la relation qu'on peut proposer aux gens qui nous regardent. Alors, justement, tu disais, Axel, à l'origine, n'est pas comédien. Alors, ça paraît étonnant parce qu'effectivement, quand on le voit sur scène, c'est un vrai one-man show où vraiment, il y a une présence, il fait interagir le public. De quelle manière vous avez dû changer le contenu, finalement, en passant de la chaîne à un spectacle écrit pour une scène en chair et en os? En fait, au théâtre, très clairement, par rapport à l'écrit ou une vidéo, la transmission d'informations chiffrées, de statistiques, de choses comme ça, c'est pas forcément ce avec quoi les gens repartent. Par contre, on peut essayer de faire des démonstrations par l'exemple. Donc on a essayé de convertir un maximum d'infos qui sont des choses qu'on a pu bosser du côté des neurosciences, de la psycho, de l'info en général aussi, sur l'écologie, des choses comme ça. Puis on essaie de les traduire en fait très directement, soit en contact, en interaction, en objet, pour que ce soit physique, quoi, pour que ça puisse créer une impression évidemment différente et marquer de manière opérationnelle la mémoire des gens qui nous regardent, quoi. Donc là, c'est vraiment l'idée d'expérience. C'est ça, l'idée d'offrir une expérience nouvelle, et aussi on sait que les gens qui vont venir voir Et tout le monde s'en fout au théâtre, il y a quand même statistiquement assez peu de gens qui ne connaissent pas du tout. Vous savez d'ailleurs si c'est le même public, dans quelle proportion? En général, il y a souvent une ou deux personnes qui sont très fans de la chaîne qui embarquent d'autres personnes pour découvrir. Ça dépend aussi des salles, parce qu'en France, il y a pas mal de salles où les gens sont abonnés. Donc il arrive aussi qu'il y ait des gens qui nous découvrent complètement sur scène et qui n'aient jamais vu la série YouTube avant. Mais en règle générale, c'est quand même des gens qui connaissent. Donc en fait, ils viennent chercher une nouvelle expérience. Ils connaissent en fait les statistiques, les chiffres. Pour la plupart, ce sont des gens en fait qui sont déjà en déconstruction, qui sont déjà en réflexion sur l'écologie, sur le sexisme, sur eux-mêmes, et qui sont intéressés en fait d'aller un peu plus loin que ce que la vidéo peut proposer. Donc là, puisqu'on a 1 heure avec eux, avec un contact physique possible, voilà, il faut qu'on arrive à offrir du concret, quoi. Et alors du coup, aujourd'hui, vous êtes satisfait de la pièce, je ne sais pas quel chiffre vous regardez, et si c'est les chiffres qui comptent pour vous, mais en tout cas, quel bilan vous tirez on va dire, de ces 2-3 premiers mois de scène? On a commencé en septembre, et donc ça va faire 4 mois, on a dû faire une 50aine de représentations. Franchement, les retours sont très très bons. Si on se fie à ce que nous dit le public, on est très content. Les retours sont bons, les salles sont pleines. On a toujours fait salle comble jusqu'ici. Donc c'est plutôt une réussite de ce point de vue-là. Après, et c'est rentable? L'opération spectacle, évidemment, elle est rentable. Enfin, ce sont, on va dire, des opérations commerciales qui sont quasiment pré-planifié, je pense, par rapport au nombre d'abonnés, choses comme ça. Et d'ailleurs, quand on arrive à un certain palier d'abonnés sur YouTube, il y a tout un tas de propositions qui se déclenchent avec les producteurs, les éditeurs. Et donc, je pense que tout ceci est quand même assez réfléchi. Et la prise de risque est minime. Et il y a une recherche aujourd'hui dans le monde du spectacle de prise de risque minime. Donc, les YouTubeurs sont intéressants parce qu'on sait que, de par leur audience, assez énorme. Il y a une sorte de public captif qui viendra. Donc oui, c'est rentable. Après, on ne roule pas sur l'or, clairement pas. Et ça nous permet quand même de compenser un petit peu ce que YouTube ne nous rapporte pas. Parce qu'il faut savoir que sur YouTube, on ne gagne quasiment rien. Nous, en particulier, et tout le monde s'en fout parce qu'on n'a pas de pub. On va y revenir. Pour revenir sur le fond, est-ce que toi, donc là on rappelle ton origine, enfin en tout cas de journaliste de formation, est-ce que tu considères que le spectacle, c'est de l'info ? Ça dépend en fait alors ça dépend ce qu'on appelle de l'info, de l'information. Oui, c'est de l'information parce que l'information c'est un émetteur, un récepteur et quelque chose qui est communiqué entre les deux. Donc l'information, elle peut prendre plein de formes. Je dirais, c'est une histoire qu'on raconte. Et en tant que journaliste, je n'ai jamais rien fait d'autre que raconter des histoires. Le matériau sur lequel je travaillais quand j'étais journaliste au Figaro, c'est matériau du réel, entre guillemets, enfin du monde qui nous entoure. Et ce que j'ai mis dans ce spectacle, ce que nous avons mis, c'est exactement le même matériau. C'est le réel, c'est ce que nous vivons, c'est ce que produit la science comme recherche, c'est ce que le milieu écologiste peut faire remonter comme observation sur le climat. Voilà, donc on travaille avec le même matériau. Après, ça ne me vaudra certainement pas une carte de presse, c'est sûr, et le format est un peu différent.
Maintenant, la question, c'est voilà, est-ce que c'est efficace pour sensibiliser les gens et créer une émotion ? Je pense que oui. Et alors, il y a aussi un angle, en l'occurrence, et peut-être c'est aussi par là que j'aurais pu commencer. C'est ce que tu as dit 2-3 fois. Effectivement, vous ou toi, ton angle, c'est l'écologie, c'est les relations humaines et comment elles fonctionnent avec un angle de neurosciences. Comment tu décris exactement, vous, l'angle avec lequel vous décrivez la réalité ? Alors, et tout le monde s'en fout en général, il y a un angle commun à tous les épisodes qui est la dissonance cognitive. C'est ça qui lie en fait la question du sexisme, la question de l'écologie, la question du... Comment tu définis la dissonance cognitive ? Je vous donne ma définition personnelle. En fait, c'est le désagrément que l'on ressent quand on est en décalage entre ce qu'on croit être bon et ce qu'on fait, ou entre ce qu'on croit et ce qu'on pense, parce que des fois, c'est pas exactement les mêmes choses. Et donc, quand ces curseurs-là, en fait, qui sont notre alignement personnel, sont désaxés les uns par rapport aux autres, ça crée une sorte de désagrément, de dissonance. Et du coup, on est obligé, au bout d'un moment, soit de se réaligner, soit de désaxer l'ensemble de ces paramètres personnels pour réduire le désagrément. L'eau, par exemple, nous savons tous que c'est très précieux. L'eau potable, d'autant plus, il y en a très peu, il y en a de moins en moins, il y a de plus en plus d'humains sur Terre, il y a déjà énormément de gens qui meurent de soif, et pourtant, nous, tous les jours, on fait caca dedans. Et c'est normal. Et la plupart, 99% des gens chantent le fait qu'à chaque fois qu'on tire une chasse d'eau, c'est la consommation nécessaire à une personne pour vivre pendant une journée. Et nous, on le fait 3 fois par jour allègrement, parfois plus. Et on a complètement occulté, en fait, le désagrément qui est porté par cette lecture du réel, quoi. Donc voilà, la dissonance cognitive, c'est ça. Et on pense que aller travailler sur ces mécanismes-là, en fait, c'est un fil conducteur intéressant, parce qu'il permet justement de traiter tout un tas de sujets qui sont manifestement critiques dans la situation de notre monde aujourd'hui. Alors pour revenir un petit peu, on va revenir un petit peu à votre chaîne YouTube, le début du succès. On va d'abord écouter un extrait. Je voudrais qu'on arrête de se goinfrer avec un truc précieux. Le chocolat. Tu vois, c'est l'antidépresseur en vente libre avec lequel on gave les enfants. Tu trouves que c'est une bonne idée de faire plaisir aux enfants que tu connais grâce à l'esclavage d'enfants que tu connais pas ? Parce que de nos jours, on exploite gaiement près d'1 million d'enfants en Côte d'Ivoire et au Ghana dans les plantations. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Marc, un petit peu l'origine de cette chaîne ? Est-ce que toi, ancien journaliste, comment tu t'es dit je vais créer une chaîne YouTube et on va faire des choses rigolotes dessus ? Alors, moi, mon chemin personnel en tant que journaliste, il a été lié à la vidéo quasiment tout de suite. Quand j'étais en école de journalisme, à l'époque, la vidéo sur Internet, ça n'existait quasiment pas. C'était balbutiant, on était en 2008-2009. Et c'était vraiment un terrain d'expérimentation, de découverte, un labo de recherche et développement. Et j'avoue que ça m'a fasciné parce que on avait l'impression que tout était permis, c'était un peu comme les radios pirates des années 80. Donc moi, je me destinais à la base plutôt à l'écrit, puis j'ai découvert ça à l'école, ça m'a fasciné, et puis j'ai nourri un peu ce fantasme de faire de la vidéo. Je me suis dit que c'était aussi un moyen de trouver rapidement un emploi, parce que quand je suis sorti de l'école, effectivement, il y avait plein de sites qui commençaient à se réveiller, à chercher des JRI multiqualifiés, capables de faire du montage, capables de tout faire tout seul, et finalement des youtubeurs avec une carte de presse, c'était un peu ça, pour créer leur chaîne vidéo. Et donc j'ai commencé le journalisme par ça. Et j'avais mis de côté personnellement la partie créative, fun, divertissement, pour me concentrer vraiment sur du hard news, et j'ai créé le pôle vidéo du Point à l'origine, et puis après celui du Figaro.
Et donc voilà, j'étais parti sur une carrière journalistique classique, puis un jour mon frère et Axel s'ennuient, ils étaient un peu dans une impasse professionnelle, ils ne savaient plus quoi faire, et un jour ils décident, ne sachant pas quoi faire, de faire une vidéo chez eux, en fait chez mon frère, dans la cave, parce qu'il y avait des colocs, il fallait pas les embêter, et avec les trucs qu'ils ont trouvés dans la cave, sur un sujet qui les intéresse, qui nous intéresse, dont on parle souvent, qui est le sexisme. Et donc c'était l'épisode Les femmes. Et il n'y avait pas que des garçons. Que des garçons, voilà. Qui parle des femmes. Exactement, c'est notre discussion de garçons, et du coup d'ailleurs on s'est dit, bah tiens, on va faire une vidéo qui parle aux garçons, des femmes, parce que c'est ça le ton du premier épisode, c'est un gars qui parle aux autres garçons en leur disant attention, un jour elles vont se rendre compte et ça va mal se passer. Et donc ils font, au début ils sont que tous les deux, ils font le premier épisode, ils le mettent par hasard en ligne en fait, 2 jours plus tard ils l'envoient dans une boîte aux lettres de différents sites internet genre Mademoiselle, auféminin.com, et 2 jours plus tard ils me passent un coup de fil, je suis au boulot et ils me disent Marc écoute, on a fait une vidéo et elle est à 1 500 000 vues, il faut qu'on fasse quelque chose. En 2 jours. En 2 jours, ouais. Mais c'était pas sur un player à nous, c'était sur le player de auféminin.com, je crois. Et du coup, bah, moi, étant professionnel de la vidéo et compagnie, je me suis dit, ok, on tient quelque chose. C'était un peu comme les chercheurs d'or du 19e, là, qui arrivent sur la rivière, et nous, tout de suite, on shoot dans une pépite, genre, oh là là, voilà. Donc, on a pris ce bébé, on est venu C'était voir... quelle année ? Enfin, c'était à quelle époque ? C'est janvier 2017. D'accord. Là, on est vraiment à la... Pile 3 ans. Pile 3 ans. On est à la mi-janvier 2017, donc on prend le bébé, on se dit tout de suite, ok, il faut un producteur. On se met d'accord là-dessus et on va voir donc Christophe de Mia Productions, qui est notre producteur depuis, et pour transformer ça en machine de guerre un peu fonctionnelle. Et puis voilà, on a brainstormé une petite semaine. On a sorti 80 idées de sujets pour lancer une trame. On est parti en fait de ce premier épisode qui, pour être très sincère, n'était pas complètement réfléchi sur tous les points, pour essayer justement d'en faire quelque chose de réfléchi. Mais pourtant, quand on le regarde, il reste vraiment en cohérence avec ce que vous faites aujourd'hui. Enfin, on n'a pas l'impression... Je me suis demandé, en allant regarder la première vidéo, si j'allais me dire « Waouh, ça a vraiment pris un coup de vieux ». Et en fait, pas tant que ça. Ça a pris un coup de vieux sur la lumière, quand même, parce que à l'époque c'était éclairé avec des lampes de bureau, vraiment de la LED pourrie, des maglights, enfin c'était n'importe quoi, hein. Et c'était vraiment dans une cave qui faisait, je crois, 1,80 m de longueur sur 1 mètre de large, quelque chose comme ça. Donc quand on ouvrait la porte, on tapait dans la caméra, c'était... La vraie histoire de youtubeur. Mais littéralement, franchement, ça s'est vraiment passé comme ça. Mais ça a duré 3 épisodes. Ça. Au bout de 3 épisodes, Christophe nous a sorti de la cave et on a fabriqué une cave artificielle. Enfin... je dis ça a l'air grandiloquent, mais c'était tout petit, quoi. Et on a juste tapissé avec des fausses briques et on a refait un studio et on a professionnalisé ça, quoi. Voilà. Dans ce que vous faites, dans vos scénarios, etc., c'est quoi le dosage de l'info, du storytelling, de l'entertainment ? Comment vous arrivez à jauger tout ça ? En règle générale, quand même, on part d'un thème qui est important pour nous. On en a 80 et plus, comme je vous disais. Et après on choisit un angle, on part avec cet angle. Moi je pars pendant 10-15 jours par sujet et je fais des recherches, je produis un dossier de 10 à 20 pages de recherche selon les sujets, avec on va dire un vadémécum de tout ce que la recherche a pu faire dessus, enfin comme on peut faire en fait en journalisme pour un article magazine un peu fouillé, quoi, c'est ça. Et après je livre une synthèse de ça à Fabrice et Axel et on se propose une V1 en général. Et alors qui écrit le scénario ? Vous écrivez le scénario d'après tes recherches ? Voilà, on part de mes recherches. En général, avec les recherches, je fournis une V1. Ça dépend des épisodes. Par exemple, Fabrice est formé, mon grand frère, le réalisateur, il est formé en développement personnel. Il est aussi coach à côté. Donc les sujets psycho, parfois c'est lui qui va prendre le lead et qui va faire la V1. Mais en règle générale, les recherches aidant, j'ai déjà une idée du propos qu'on peut tenir. Et après, Axel et Fabrice vont repasser dedans. On va dire dans le cas idéal, ils vont en fait rendre plus drôle, rendre plus visuel le squelette qui est posé. Et dans le cas complexe qui arrive parfois, on va devoir tout chambouler. Des fois, notre angle est complètement faux parce qu'on a des idées reçues et on doit tout remettre à plat. Enfin voilà, c'est la vie de la production de contenu. Alors ça met combien de temps d'écrire un épisode ? Enfin, disons, combien de temps la réalisation totale d'un épisode, tu l'estimes ? Si on
Si on doit donner une moyenne, c'est 5-6 jours, je dirais, en travail temps plein brut. Les recherches, c'est très variable. Franchement, il y a un épisode que j'ai écrit en 2h30, du moment où on l'a décidé, du moment où le script était fini. Il y a un autre épisode qu'on a mis plus de 4 mois à faire. Vous êtes donc 3 principalement, mais il y a combien de personnes en tout qui travaillent sur... Et tout le monde s'en fout. On va dire l'équipe élargie, on l'évalue à 9-10 personnes. Et est-ce que vous en sortez ? Financièrement ? Ouais. Bonne question. Avec la série YouTube en elle-même, non. Mais en fait... c'est ce que tu nous disais, la publicité, malgré le nombre de vues assez impressionnant. Oui, c'est terminé cette époque-là. Il fut un temps où on pouvait à peu près convertir des vues YouTube en argent. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. En fait, nous n'avons pas conçu ce projet pour en faire un gagne-pain. On l'a conçu pour en faire une vitrine. Et je pense d'ailleurs que c'est une erreur stratégique qui est couramment produite aujourd'hui par les créateurs de contenu et par les grands médias. C'est l'idée que YouTube n'a pas changé depuis 2015 et qu'on peut encore... trouver la pépite facilement dans la rivière. En fait, aujourd'hui, quand on trouve la pépite, elle n'est plus en or. C'est ça le souci. C'est-à-dire qu'on peut s'offrir une très belle visibilité. Et il faut après être malin, rusé par 1001 systèmes pour que cette visibilité se convertisse en opportunité professionnelle. Très concrètement, le fait qu'on ait beaucoup de vues et le fait que nous ayons choisi de ne pas mettre de pub, ça nous a ouvert les portes de certains contrats avec des institutions prestigieuses comme l'ONU, comme le Conseil de l'Europe, comme le SAMU social. On a participé à une campagne sur les femmes dans la rue qu'on n'aurait peut-être pas pu faire si on avait une image plus légère, plus commerciale et qu'on faisait du placement de produits pour Nike ou pour Coca-Cola pour arrondir les fins de mois. Donc vous offrez en fait à ces partenaires institutionnels qui, j'imagine, correspondent un peu à vos valeurs, la vitrine, en tout cas le nombre de personnes qui vous regardent, c'est ça ? Techniquement, on peut offrir ce dont beaucoup d'agences de communication rêvent aujourd'hui. On a déjà une force de frappe d'audience qui est massive parce que le nombre d'abonnés qu'on a, c'est autant de gens qui reçoivent un message personnalisé avec une vidéo à regarder. Ensuite, il y a aussi une facilité de communication auprès de certaines couches de population qui sont plus rétives à la com classique, qui est difficile à obtenir autrement que par une chaîne YouTube. Et du coup, ce que tu disais un peu sur le côté vitrine, ça correspond, moi j'ai l'impression, à pas mal de questions des grands médias aujourd'hui, et notamment en presse écrite, c'est-à-dire des magnifiques vitrines qui sont connues de tous les Français, mais qui derrière ne sont pas en soi rentables. Et qui, donc du coup, votre réponse, c'est de dire, on crée des déclinaisons derrière, donc on a parlé du spectacle, mais je crois qu'il y en a pas mal d'autres qui permettent justement d'utiliser cette vitrine de plein de manières qui là vous rapportent plus de sous. On a donc le spectacle, on a fait 2 livres aussi, et là je viens de terminer la rédaction d'un jeu qui devrait sortir bientôt. Donc on essaie effectivement de multiplier les sources de revenus. On repose aussi, il faut le dire, beaucoup sur le soutien de la communauté, parce qu'on a la chance d'avoir une communauté de haute qualité et qui est très présente. Vraiment. Ça, c'est quoi, sous forme de Tipeee, de gens qui mettent des Tipeee, dons d'accord. On reçoit tous les mois plus de 2000 € en moyenne. Après, ça dépend, il y a des mois avec plus ou moins, mais c'est déjà très important. Moi, j'aurais pas cru que ce soit possible. On va essayer à l'avenir aussi de réfléchir à du crowdfunding, des choses comme ça, parce qu'on a pas mal de gens qui ont dit qu'ils étaient intéressés de nous soutenir par ces moyens-là. On aimerait bien développer, si possible, des partenariats avec les pouvoirs publics, parce qu'on est utilisé dans les écoles déjà depuis le début. On a des centaines de demandes de diffusion. Parce que nous, on les offre gratuitement à chaque fois, sans poser de questions, mais il pourrait se faire un jour, peut-être qu'on fasse partie d'une mallette pédagogique. Voilà, là, on va travailler avec le Centre Pompidou aussi, donc, qui va nous permettre de développer un nouveau programme. Après, ça reste quand même compliqué et instable, il faut le dire. Alors avant de terminer, on a envie de parler aussi un peu plus de toi et de ton parcours dans ce merveilleux monde de l'info. Et donc on va écouter une de tes rares prestations scéniques, parce que je ne crois pas que ce soit ce que tu as le plus envie de faire, d'être sur scène, où tu parles de choses importantes pour toi.
Qu'à cela ne tienne, je tourne la page de la politique et je cherche une nouvelle méthode. Je me dis pourquoi pas explorer la méthode du verre dans la pomme. Vous savez, la méthode du verre dans la pomme, ça consiste à essayer de faire naître un changement de l'intérieur quand on n'arrive pas à l'impulser de l'extérieur. Pour faire ça, il y a différentes méthodes possibles. Par exemple, rejoindre l'église et devenir curé, mais c'est plus vraiment à la mode et c'est pas complètement mon truc. Ou autre chose, c'est essayer de faire du journalisme. Et vous me direz, c'est pas très éloigné. Alors va pour le journalisme. Là, la bande-son de ma vie, elle est partie en free jazz. Je me retrouve d'abord chez TF1, ensuite au magazine Le Point, puis pendant un certain nombre d'années, au Figaro. Alors pour quelqu'un qui veut changer le monde, je ne vous cache pas que mon Che Guevara intérieur s'est étouffé avec son béret. Alors le sujet de cette conférence TED, c'est la dissonance cognitive. Donc on en a pas mal parlé, tu nous as donné ta définition. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, là, c'est en gros, dans ton parcours aujourd'hui, à quel niveau tu as le plus ressenti la dissonance cognitive dans le monde de l'information, que ce soit pour toi et les gens que tu as rencontrés. Et tu parlais, tu as été passé à TF1, au Point, tu es aussi passé au Figaro, mais aussi aux médias de la France Insoumise, ou peut-être y aller pour être plus proche de tes valeurs. Enfin, explique-nous un peu à quel niveau tu as ressenti éventuellement cette dissonance cognitive dans le monde de l'info. Pour moi, en fait, la production de l'information, d'où qu'on se trouve, c'est un acte politique, avant tout. Qui qu'on soit, quelle que soit la méthode employée, c'est un acte politique au sens où c'est un acte qui change, qui impacte la société. Il y a des conséquences au fait de s'exprimer, il y a une manière dont c'est reçu, donc il y a un choix. Et donc puisqu'il y a transformation, il y a un acte politique. Et ensuite, c'est toujours... Et ça, les journalistes, pour toi, ils en ont conscience ? Je pense que c'est tabou. En fait, ça a été la règle complètement admise jusqu'à l'apparition en fait, de la privatisation des grands médias, où s'est créé le besoin de trouver un dénominateur commun très large pour viser la ménagère moyenne de moins de 50 ans. Et à partir de ce moment-là, on a inventé, à mon sens, ce qu'on appelle le journalisme objectif, qui se veut détenteur d'une vérité. Or, en fait, à chaque fois, on ne délivre que des points de vue, on ne fait que raconter des histoires. Et toutes les histoires, d'une manière ou d'une autre, sont politiques. Et ensuite, elles sont toujours donc un compromis. Parce que une histoire racontée, c'est un compromis entre le réel et ma perception et ma capacité à transmettre, et puis les outils que j'utilise. Donc déjà, la politique et le compromis, on est déjà dans le champ de la dissonance cognitive permanente. Donc je me suis fait assez vite une raison sur le fait que, où que je sois, il était possible de travailler de manière éthique, parce que j'ai passé des années merveilleuses au Figaro, beaucoup moins merveilleuses aux médias, sincèrement, ça n'a pas duré très longtemps. Et paradoxalement, j'étais peut-être moins en dissonance cognitive au Figaro, avec lequel j'étais pas d'accord sur la ligne éditoriale, qu'à d'autres moments aux médias. Parce que finalement, le compromis éthique, il est possible. Quand on est dans un cadre, on va dire, de compromis éclairé, quand les enjeux posés sont clairs, en fait, pour tout le monde, et qu'on sait ce que l'on donne, on sait ce que l'on prend, on sait ce que l'on peut dire et ce que l'on peut pas, à mon avis, on peut trouver un cadre. Maintenant, la dissonance cognitive à laquelle j'ai pas réussi... de laquelle j'ai pas réussi à me défaire, c'est celle d'être dans des énormes machines de médias qui ont des audiences toujours plus réduites et qui parlent en fait de plus en plus à un milieu d'initiés. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'abandon de la part de pas mal de grands médias de la conquête du public. Et ça m'a fait mal au cœur, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tenté l'aventure, entre guillemets, de fabriquer mon propre média. Et du coup, pour terminer, le fait d'être indépendant, d'avoir cet outil qui est YouTube, d'avoir finalement cette capacité d'être entrepreneur aussi pour faire exactement ce que tu veux, tu as l'impression aujourd'hui la meilleure solution, ou tu te dis pourquoi pas retourner dans un média plus classique ? En fait, je pense pas que ce soit la meilleure solution, c'est un choix, et choisir, c'est renoncer. Pour toi, voilà. Choisir, c'est renoncer. Donc j'ai renoncé à pas mal de choses. J'ai renoncé à du salaire, j'ai renoncé à de la stabilité, j'ai gagné en liberté éditoriale, j'ai gagné en souplesse, à mon sens en qualité de vie.
Aujourd'hui, je ne me revois pas trop revenir dans une rédaction classique, mais honnêtement, je ne sais pas de quoi demain est fait et je ferme absolument aucune porte parce que, encore une fois, j'ai passé des années merveilleuses dans les rédactions que j'ai traversées. Maintenant, j'avoue que j'adore, maintenant que j'ai goûté à cette liberté, j'adore ça et je pense que ça me pincerait un petit peu le cœur. Donc j'ai envie de continuer. Et aujourd'hui, je développe aussi des activités de conseil et formation pour apprendre aux gens à faire ça. Donc je vais essayer de pousser ce curseur-là un maximum parce que ça me plaît beaucoup de transmettre aussi. Merci beaucoup Marc de Bonny. Très bonne continuation. Merci à vous. Salut Élise. Salut Jean-Baptiste. Et rendez-vous la semaine prochaine. Aparté est un podcast produit par Jinkyo. Il est animé par Élise Colette et Jean-Baptiste Diebold. Notre expert du son et de la réalisation, c'est Raphaël Belon. La communication et les réseaux sociaux d'Aparté sont animés par Laurie Lejeune. Le design graphique a été imaginé par Benjamin Leble et la musique composée par Boris Leble. Vous pouvez retrouver Aparté sur Instagram, en 2 mots, comme en latin, A, plus loin, Parté. Plus loin, podcast. Comme en anglais. Non, comme en latin. Bon, bref, c'est un balado francophone, Aparté podcast. Posez-nous vos questions, suggérez-nous de nouveaux invités, envoyez-nous des étoiles et des commentaires. Et si vous n'aimez pas Instagram, vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter. Elisco, ELIZCO. XJBDX. Merci pour votre fidélité.